Donc bienvenue à tous chez Lunabi, donc au bureau de Lyon. Donc nous en fait on fait des apps dans les Alpes, comme vous le voyez là-haut. Notre but c'est de faire les apps les plus canons, accessibles et au point top notch niveau sécurité. Donc on a plusieurs applis, on a notamment fait tous anti-Covid, Kili avec la dernière techno de SwiftUI. Donc moi pour ma part je suis pas développeuse, je suis une fonction support parce que l'entreprise a aussi... Voilà, les développeurs sont tout derrière, c'est ceux qui font les jokes. Parce que l'entreprise a décidé d'aussi mettre un point d'honneur sur le bien-être. C'est aussi pour ça que vous nous trouverez uniquement dans les Alpes. On va dire que Lyon, c'est aussi dans les Alpes. Mais uniquement à Lyon et à Chambéry, puisque notre but, c'est aussi de rester proche de la nature, d'être des équipes aussi à taille humaine. On a aussi toute une branche qui nous tient beaucoup à cœur, hors de développer des applications, qui est aussi de transmettre, on va dire, ce qu'on apprend. Donc ça peut être des stagiaires qui nous apprennent des choses ou ça peut être des très anciens qui vont nous apprendre des choses. Le but, c'est que ça monte et que ça redescende, mais que ça aille aussi dans nos localités. Donc on fait pas mal d'événements, Coco Heads et aussi GDG dans les Alpes à Chambéry, mais on en fait aussi à Lyon. Donc Quentin les anime souvent avec Quentin Mesler aussi qui est derrière. Quentin et Quentin, Q2 et Q3. Et voilà. La dernière chose, c'est qu'on recrute. Donc si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à venir nous parler sur Welcome to the Jungle. Et sinon, à rester au courant de nos actualités. Donc on a une chaîne YouTube, on a un Twitter et on a un LinkedIn qui sont boostés à fond. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à demander des ressources, à demander du tutoriel. Et on essaiera aussi de partager ce qu'on a pu apprendre, par exemple sur l'appli Kili. On a appris pas mal de choses, donc on les met les articles sur Medium et sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, j'aimerais savoir comment vous avez fait ça. Et nous, on essaiera d'y répondre le plus, quoi. Voilà. Et on est toujours preneur de conseils et de feedback sur nos apps, donc n'hésitez pas à les rate sur l'App Store ou juste à nous dire en face-to-face, ça j'adore, ça j'aime pas, et comment l'améliorer, quoi. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sébastien. Alors moi, je vais vous parler des nouveautés d'Xcode, parce que j'imagine que vous avez tous suivi, mais il y a plein de choses qui sont arrivées cette année, des choses qu'on attend depuis à peu près une dizaine d'années, mais on va y revenir. Donc moi, je suis Sébastien Drode, je travaille chez Bedrock en tant que lead d'une des 3 équipes iOS, et on s'occupe de la partie core de l'application. Donc il y a Stéphane et Olivier ici qui sont dans la team aussi. Comment? Et on recrute, ouais, tout à fait, comme tout le monde. Globalement, de quoi on va parler? On va parler de toutes les nouveautés qu'il y a dans Xcode, vraiment l'IDE en lui-même. Je vais parler aussi d'API Generator. Je sais pas si vous avez vu, mais Apple, ils ont annoncé aussi justement un API Generator basé sur OpenAPI. Je vais en parler rapidement. Je vais parler aussi rapidement des Mergeable Libraries, de ce nouveau fichier de conf qu'on a pour les localizables et du testing dans Xcode 15. Alors Xcode, globalement, on a une nouvelle bêta qui est sortie la semaine dernière, donc la bêta 2. Vous pouvez aller la télécharger et franchement, je pense que j'ai jamais vu une bêta d'Xcode aussi stable, c'est-à-dire qu'elle crache moins que mon Xcode 14 de prod actuellement. Voilà. Je vais parler du logging tout d'abord, parce que je pense que c'est la feature que j'attends depuis le plus longtemps, en fait. Je pense que chaque année, les gens qui travaillent avec moi, ils savent, je suis là, dans Xcode, on va enfin avoir une vraie feature de logging. Et ben, c'est fait avec Xcode 15. Donc, avec Xcode 15, on pourra utiliser les loggers d'OSLog. Et en fait, dans la console, on verra apparaître nos différents logs formatés. Donc, on aura le choix des informations qu'on va mettre. Je vais le montrer après. Mais globalement, on pourra faire apparaître des images en fonction du type de log, si c'est de l'info, du debug, de l'erreur, etc., etc. Des infos sur les modules auxquels c'est lié, et on aura un lien assez rapide pour retourner directement sur l'endroit où le log a été émis. Donc il y a le lien vers la vidéo, je vous conseille de la voir, c'est super intéressant. Et globalement, ça se passe comment? Ça va se passer comme ça. Donc on importe OSLog, on crée son logger, on va venir loguer son information. Là, je l'ai fait dans différents fichiers. Et en fait, en lançant l'application, on va voir nos logs apparaître en bas dans la console. Donc là, alors on voit pas forcément, mais en fait, j'ai le nom du module et le nom du fichier qui sont affichés. Il y a le type de log, il y en a un, c'est une erreur, c'est le jaune. Et l'autre, c'est un info, c'est le bleu. Et si je clique sur le petit lien,
hop, je suis directement amené au bon endroit. La deuxième feature super intéressante, c'est qu'on va pouvoir filtrer sur nos types de logs. Donc c'est fini les petits emojis dans nos logs pour essayer de retrouver ce qu'on fait. On va avoir un panel de filtrage qui est assez puissant. Donc on peut filtrer sur le type de log, on peut aussi faire des recherches sur des patterns. Donc ça a l'air quand même au niveau de ce qu'on peut trouver sur d'autres IDE. Donc plutôt content de mon côté pour ça. Maintenant, on va passer au méthode overload. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais avec Xcode 15, on aura accès à tous les overloads de nos méthodes directement. En fait, il y aura un moyen assez simple de rentrer dedans. Donc, même avec toutes les default values, il suffira de faire un coup flèche droite. Ça va ouvrir le panel avec tous les overloads possibles entre s'il y a une default value, pas de default value. Donc, ça donne accès à ça. Et ça marche aussi en fuzzy search. Donc, un peu comme sur Xcode 14, comme ça fonctionnait sur Xcode 14. Du contexte sur l'autocomplétion, donc c'est assez bête, mais ce qu'on peut voir, c'est j'ai nommé mon fichier myAwesomeClass, directement on va me proposer myAwesomeClass comme nom de classe. C'était pas le cas avant, donc c'est plutôt chouette. On va avoir aussi le fait de ne pas suggérer un même modifieur deux fois. Donc là, j'ai utilisé font, c'est Xcode 14, on va me le reproposer, pourtant je l'ai déjà utilisé avant. Alors que sur Xcode 15, on va pas me le reproposer. On voit quand même qu'il est en deuxième position, mais bon, c'est pas le premier. Et on va avoir du contexte aussi en fonction de la vue SwiftUI qu'on a créée ou de l'élément qu'on a créé. Donc par exemple là, il y a un texte qui a été créé, directement il va me proposer un point font. Si c'était une image, il m'aurait proposé un autre modifieur directement en lien avec l'image. D'après ce qu'a dit Apple, c'est quand même lié à ce qui est le plus utilisé par les développeurs. Donc, je pense qu'il y a une remontée d'informations qui se fait à ce niveau-là. Pour la documentation, on va enfin pouvoir preview ce qu'on écrit. Donc là, on voit que si je change la documentation de ma classe, c'est directement reporté sur l'assistant à droite. Et donc comme ça, on va pouvoir parcourir et voir directement ce qui est généré par Doxé. C'est assez cool. Ça permet de voir et formater correctement sa documentation. Les quick actions, je sais pas vous, mais il y a plein de choses possibles dans Xcode. Il y a plein d'actions possibles. Et il y en a certaines qui n'ont pas de raccourci clavier. Faut aller rajouter ces raccourcis clavier et autres. Et en fait, cette année, ils ont annoncé donc un nouveau petit panel qui va s'ouvrir. Bon, il est un peu décalé, je vais le ramener. Donc avec commande Shift A, et à partir de là, vous pouvez taper ce que vous voulez faire et il vous ressortira tout ce qu'il y a dans les menus, vraiment tout ce qu'il est possible de faire avec Xcode. Le bookmark, est-ce que ça vous manquait sur Xcode, la capacité de voir tous les to-do qu'on a dans le code? En tout cas, moi, oui. Et donc, on aura la possibilité de bookmarker déjà des fichiers, des classes. On pourra bookmarker aussi des lignes très précises. Et on aura la possibilité de bookmarker des recherches. Donc, si vous créez un to-do et que vous faites une recherche sur vos to-do, vous pouvez bookmarker ça. Et automatiquement, vous pourrez le retrouver dans la section bookmark d'Xcode, qui est une nouvelle section qui a été rajoutée. Là, on va aller dedans, là. Hop. Donc, il se trouve juste là. Et donc là, on est dans cette section. On est capable de replier les bookmarks, les déplier, etc. Le format. Ouais. Ça marche avec toutes les recherches. Ouais. J'ai simplement fait une recherche et j'avais l'option pour l'enregistrer en tant que bookmark. Le formatting, donc ça c'est un peu simple, mais on va pouvoir très facilement en un clic pouvoir formater sur plusieurs lignes. Voilà, petite feature que j'utilise pas mal. Et ça c'est une feature. Alors j'ai pas vu beaucoup de gens communiquer dessus. Alors c'était peut-être dans Xcode à un autre endroit avant, mais je l'avais jamais vu. Mais on va avoir la possibilité de trouver les parents d'une classe, ainsi que tous les descendants d'un protocole ou d'une classe, et de façon hiérarchique. Donc là, sur le GIF de gauche, je vais chercher les parents. Hop, je me pose sur celui-là. Je vais chercher les parents, et globalement, on va voir que sur la partie de recherche,
Ah, ok. Et donc là, on voit que j'ai toute la hiérarchie. Pour ceux qui ont l'habitude de chercher les symboles dans le code, qui utilisent souvent cette option, il y a des fois ça marche pas, même souvent. Alors des fois c'est parce qu'on n'est pas sur le protocole et ça fonctionne pas, donc on le sait, on s'y est habitué, mais des fois ça marche juste pas. Avec Xcode 15, j'ai jamais eu de problème à chaque fois que je me suis servi de cette option. Donc franchement, enfin j'ai vraiment l'impression qu'Xcode 15 et il y a eu beaucoup de travail sur l'indexing de tout le code. Et donc la partie droite, ça va être les enfants. Donc on va voir toute la partie hiérarchique des enfants qu'on peut retrouver. Le macro expander, donc on va avoir un talk sur les macros aujourd'hui, et ça c'est une petite feature qu'on aura dans Xcode. Donc on est en mesure d'aller expand la macro et on voit tout le code qui est généré. Donc là j'ai expand la première macro qui est observable, donc qui est la nouvelle macro pour fonctionner avec SwiftUI, en tout cas pour remplacer les observed objects et les state objects. Et je vais expand d'autres macros qui étaient ajoutés par la première macro pour voir ce qui est fait. Donc vous aurez toujours la possibilité de voir le code qui a été généré par les macros. La distribution, on a une simplification de la fenêtre de distribution. Donc quand on archive, on va avoir différentes options. Donc on va retrouver les mêmes options globalement qu'on avait avant. C'est juste qu'il y aura des noms un peu moins barbares que ad hoc, choses comme ça. Ça sera un peu plus explicite. Mais il y a une option qui est nouvelle, c'est le test flight internal only. Alors ils en ont fait une petite phrase, ils en ont parlé très rapidement, mais globalement, de ce qu'ils en ont dit, ça serait la capacité d'envoyer sur test flight un build qui sera flagué comme ne pouvant pas aller en prod. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Moi, j'attends pas mal cette feature, parce que je sais pas si vous faites des builds ad hoc avec la limite des 100 devices. Ça peut être parfois un peu pénible. Et comme ils veulent plus nous ouvrir un compte entreprise, ben on est un peu bloqué sur certains aspects. Donc voilà, ça devrait arriver en septembre. J'étais à une conf avec des gens d'Apple et je leur ai demandé si on pourrait tester pendant les bêtas. Ils m'ont dit que non. On verra en septembre. L'API Generator, globalement, donc il y a une session super intéressante là-dessus. Globalement, le principe, ça va être de prendre une spec OpenAPI, donc qui est la spécification d'une API sur laquelle on peut taper, et de générer automatiquement le client HTTP qui va aller se connecter sur cette API. Donc là, j'ai pris ça, c'est la spec de leur vidéo. J'ai essayé avec un OpenAPI qu'on a chez nous, mais j'ai pas encore trouvé. Enfin, sur la génération, il y a un problème, il manque des objets. Je sais pas si ça vient de notre spec ou si ça vient du générateur. Faut que je cherche ça un peu. Et globalement, ça va générer pas mal de code. Donc, on a le client qui est généré avec la serveur URL qu'on avait en paramètre, donc, ici sur cette spec. On avait aussi un endpoint qui était greet avec son ID getGreeting. Et ce qu'on voit à droite, c'est que globalement, la fonction getGreeting, elle est créée avec donc, tous les paramètres qui sont définis dans la spec. Ça, c'est du code. Je crois que c'est stocké dans un fichier qui s'appelle typed.swift, quelque chose comme ça. Mais vous le verrez pas directement dans Xcode. Faut aller le chercher pour le voir, le code génial. Les mergeable libraries, on va passer rapidement là-dessus. Donc aujourd'hui on a deux possibilités globalement quand on veut gérer des dépendances. C'est les librairies statiques ou les librairies dynamiques. Elles ont chacun leurs avantages et inconvénients. Globalement, les librairies statiques, tout le code il va être embarqué avec le binaire. Donc ça va demander un peu plus de temps de compilation, ça va prendre un peu plus de place. Et les dynamiques, elles seront pas embarquées avec le binaire, elles seront embarquées avec le bundle de l'application et elles seront loadées en mémoire en fait au lancement de l'application. Et ce load en mémoire, c'est ça qui augmente le temps de lancement des applications. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous avez un bon paquet de Dynamic Framework, généralement en fait le temps de lancement, la partie où on reste sur le splash screen est très très longue. En fait, c'est ce chargement qui se fait. Et donc Apple, ils ont annoncé un nouveau type de libraries qui s'appelle les mergeable libraries. Et en fait, le principe, ça va être de dire on va merger tous nos Dynamic Framework en un seul framework, et c'est ça qu'on va embarquer dans notre application. En fait, tout le code qu'on avait dans N framework, il sera chargé dans un seul, et en fait, il n'y a qu'un seul framework qui sera loadé en mémoire. Alors, comment ça se passe globalement, là, on va avoir un petit schéma rapide qui était sur leur 13.
En fait, ils vont récupérer toutes les dynamic libraries qui sont mergeables. Ils vont en faire, ils vont le compiler avec le binaire. Ils vont en faire un gros binaire bien fat. Et derrière, en fait, il y a aussi une déduplication. Donc, si on avait plusieurs intégrations de même code, ça sera dédupliqué. Ce qu'il conseillait de faire globalement, c'était de passer sur le modèle mergeable libraries, donc c'est les petites étoiles là, et en fait de faire un framework qui allait être la compilation et en tout cas le résultat de toutes ces mergeable libraries qui serait intégré directement par notre application. Comment ça se passe pour utiliser cette nouveauté? En fait, c'est un build setting à aller changer. Ça s'appelle Create Merge Binary. Il faut le passer en automatique. Il y a la possibilité de le passer en manuel aussi. Pour gérer de manière plus fine ces frameworks. Donc c'est possible de faire plusieurs frameworks générés à partir de plusieurs mergeable libraries. Globalement, là, ce qu'on voit, c'est que tout est mergé au niveau de l'app, sauf les frameworks système. Ça sera pas actif sur le mode debug pour garder des temps de compilation courts. Par contre, ça sera bien là sur les releases. Donc, ce qui fera un temps de lancement de l'application beaucoup plus rapide. Sur la localisation, il va encore y avoir plein de gifs. Il y a eu un nouveau type de fichier. Ce nouveau type de fichier, c'est les string catalogues. Et il fonctionne comment? En fait, il fonctionne en allant définir une string dans son code. Donc là, je suis sur une vue SwiftUI, je vais ajouter un texte. J'ai ajouté un commentaire sur ce texte. Et globalement, en compilant, je vais voir apparaître ma string dans ce string catalogue. Donc là, elle est apparue, j'ai le commentaire que j'avais ajouté. Si je vais la retirer, elle est retirée. C'est cool comme feature. Perso, chez nous, c'est pas trop comme ça qu'on utilise les locas. On essaye de synchroniser les locas avec Android. Donc ce principe-là, c'est un peu waouh, c'est un peu sympa. Mais on sent encore la patte d'Apple qui veut que tout le monde utilise Xcode, dont le traducteur, etc., etc. La feature est cool. On a quoi d'autre? On a la possibilité de faire varier nos locas assez facilement par device. Donc là, en fait, je vais dire pour les iPhones, je veux une traduction différente. Et je vais définir ma traduction, et je vais définir ma traduction pour les autres devices. Si je voulais encore rajouter des spécificités pour un Mac, par exemple, je pourrais rajouter une variation. Et donc là, ouais. En tout cas, ils l'ont présenté sur catalogue et je pense pas qu'ils aient updaté ce qui existait sur les string dict et les strings. Ça, c'est la surprise pour la fin. Globalement, on peut aussi instancier des strings qui vont venir peupler le string catalogue. Voilà, on a différents attributs qu'on peut utiliser. C'est possible de désactiver la feature que je vous ai montré tout à l'heure où on écrit un texte ou une string sur une view et c'est automatiquement ajouté au string catalogue. Et en fait, c'est un build setting à aller changer qui s'appelle Use Compiler to Extract Swift String. Il suffit de le passer à no et c'est plus fait automatiquement. Donc, il y aura moyen de rebasculer sur des industrialisations existantes. Ce qui est intéressant sur le string catalogue, on le reverra sur des gifs là, mais c'est qu'il y a une notion d'état pour le traducteur. Donc il y a possibilité de voir si c'est une nouvelle clé qui a été ajoutée, si la clé elle a été retirée mais qu'elle est encore dans le string catalogue, qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous alerte là-dessus. Et si il y a eu un changement sur la traduction et que donc on a besoin, sur une des traductions d'une autre langue et qu'on a besoin de faire une review. J'ai parlé là rapidement suite à la question de string dict. En fait, ça va nous permettre de remplacer aussi les string dict parce qu'on va avoir la capacité de faire des variations pour les pluriels. Donc là, il suffit de retourner sur le string catalogue, d'écrire sa traduction avec son paramètre. Et à partir de là, sur le clic droit, on aura la possibilité de faire une variation par pluriel. Et en fonction de la langue choisie, donc là c'est l'anglais, donc j'en ai que 2, et j'ai mis le polonais à côté, où on en a 5, je crois. Et donc sur le polonais, ouais, il y a quelques petits problèmes. Sur le polonais, on a automatiquement tout ce qu'il faut. Donc là, on va pouvoir changer ces traductions. Là, globalement,
les traductions, enfin les pluriels, c'est cool, mais on peut se retrouver avec des strings où on a plusieurs paramètres qu'on veut pluraliser dans nos traductions. Et avec ça, en fait, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc là, je vais vous montrer, on a aussi cette capacité-là d'avoir des strings avec plusieurs paramètres. Donc là, j'ai un nombre de personnes et un nombre de chats. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça, c'était pour l'exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon paramètre. Je vais faire une variation pour ce paramètre-là, et je peux même renommer mon paramètre pour avoir quelque chose de plus évident et de plus compréhensible. Je peux effacer donc là la partie personne, parce qu'en fait, je vais la traduire directement au niveau de mon paramètre. C'est ça qui va m'intéresser. Et j'ai la capacité de faire la même chose pour le deuxième paramètre. Et spoiler alert, je vous ai dit qu'Xcode 15 était super stable, sauf là. Ça a craché au deuxième paramètre que j'ai ajouté. Et donc, pour la question sur le format des string catalogues, c'est un JSON où on retrouve toutes les informations qu'il y avait sur l'interface graphique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il est assez touffu avec un gros string catalogue, mais globalement, on va vraiment tout retrouver, le commentaire, l'état dans lequel on est, les variations plurielles, les variations de device, on retrouve tout avec les différentes traductions. Ah, j'ai pas essayé, mais j'ai pas essayé, ouais. Faudrait que j'essaye. Donc voilà. Ouais, vas-y. J'en ai pas parlé, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ils l'ont pas fait pour les strings, non, tout à fait. Ils l'ont pas fait parce qu'en fait, ils ont fait l'inverse. Ils sont partis du principe que on écrit nos strings directement la traduction et c'est automatiquement remonté dans le catalogue. C'est un parti pris. Je suis pas fan de ce parti pris. Moi, je préférerais avoir des ID, des clés. C'est ça. Et sachant que, on le voyait un peu tout à l'heure, la clé, c'est la traduction par défaut. Enfin, un peu comme ce qu'on avait aujourd'hui. Ça change pas. Mais donc, il y a quand même possibilité de définir une clé si on veut en direct. What's new with test? J'ai pas vraiment testé ça beaucoup, donc ça va être très rapide. Mais globalement, c'est une nouvelle présentation de nos runs de test. C'est basé sur les test plans. Donc, si vous n'êtes toujours pas passé aux test plans comme nous, bah, c'est le moment d'y passer. Il va être possible en fait de faire des variations de tests par langue, par destination, enfin type de device, et de faire des répétitions sur certains tests comme on en a envie. On a une nouvelle fenêtre de résumé de tests qui est assez complète et assez bien foutue. Et ce qui est cool, on va le voir aussi après, c'est sur les UI tests, en fait, il y a un enregistrement de toutes les étapes du test et jusqu'au moment où ça a fail et on est capable de remonter, regarder factuellement ce qui s'est passé et ce qu'il y avait sur l'écran à ce moment-là. Donc là, on va voir donc ce résumé de test. Donc on voit les différentes variations qu'on peut avoir. Et sur la deuxième partie, justement, c'est la partie UI, où là, en fait, on a toutes les étapes, on est capable de descendre jusqu'au moment où on a failé, et de pouvoir regarder l'écran à ce moment-là, pour vérifier ce qui n'est pas passé. Et je crois que j'ai terminé. J'ai été un peu vite, parce que j'ai passé 30 minutes là-dessus la semaine dernière quand je l'ai fait, donc j'ai été un peu plus vite histoire de laisser du temps aux deux autres speakers. Ouais. Sur les builds que j'ai fait, j'ai pas vu trop d'impact. Après, j'ai pas non plus poussé les tests. Je l'ai fait en perso. Nous, les équipes QA, elles sont pas encore passées dessus. Mais moi, je l'utilise pas mal dès que je dois faire du debug. En vrai. Non, je pense pas. Je pense que ça, de toute façon, ça sera toujours pas le cas. Les logs, en fait, c'est les mêmes méthodes de log auxquelles on a déjà accès. Il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment juste la présentation, la manière dont c'est présenté dans Xcode. Aujourd'hui, dans Xcode 14, j'ai refait le test cet après-midi.
Tu as un log qui dit à quel moment a été envoyé ton log, tu as globalement je sais plus comment ils appellent ça, le catégorie qui est affiché, puis ton log. Là, tu auras vraiment, c'est mieux organisé en fait, plus facile à lire. T'as pas un timestamp tout pourri qui est affiché. Donc ouais, non, c'est rétro-compatible sans souci. Bon, je pense que c'est complètement faisable. Hein. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que quelqu'un travaille là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on a un fichier texte, donc on peut aller parser et on peut générer derrière un type assez facilement, donc, enfin un enum assez facilement. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est un peu pénible à mettre en place. En gros, il y a je crois qu'il y a 3 packages à importer dans le projet pour le faire. Il y en a un qui va parser le fichier OpenAPI. Il y en a un autre, je crois que c'est le générateur, donc c'est celui qui va générer le code. Et ce générateur, il a une spécialisation en fonction du device du système sur lequel, de la plateforme sur laquelle tu veux faire. Donc, par exemple, là, pour le test que j'ai fait, j'ai pris la spécialisation URL session pour avoir le code généré. C'est ça. Et il faut que tu aies des naming particuliers. Enfin, il est assez dur sur le naming. Si tes fichiers ils s'appellent pas exactement comme il s'y attend, en gros, il te dit non, j'ai pas ça. Donc, ouais, ça pourrait nous intéresser. Franchement, pour des API qui bougent assez fréquemment, te dire que t'as toute ta couche network qui est générée automatiquement, dont tes DTO, c'est plutôt cool. Mais pour l'instant, ça marche pas. On a une API assez complexe et quand je l'ai générée, j'ai essayé de compiler et ça m'a dit non. non. Donc je pense que c'est plutôt au niveau de notre spec, mais il faut que je vérifie. On doit avoir quelque chose qui est mal défini. Bon, désolé pour la blague. J'ai commencé à la presse il y a 2 jours, à regarder ce qu'étaient les macros il y a 2 jours, donc j'avais pas trop le temps à réfléchir sur le titre. Donc les macros, ça arrivait sur la WWDC 2023 sur Swift, et c'est depuis Swift 5.9. Donc qu'est-ce que c'est? Principalement les macros, en fait, c'est pour générer du code. C'est un nouvel outil qui va me permettre de générer du code. Donc pour éviter les réécritures et générer tout le boilerplate code à notre place. Bon, il y a déjà pas mal d'outils chez Apple qui permettent de faire ça. On a des property wrapper, les result builder, des protocoles extension. Donc ça c'est dans le code source. Après il y a des Xcode templates comme on a fait la présentation la dernière fois. Je crois que c'est Loïc Condier qui a fait ça. Et les stencils qui par exemple c'est pareil, ça nous permet de générer du code qu'on conserve pour SwiftGen par exemple. C'est ce qui nous permet de créer, c'est le fichier qui nous permet de créer les ennemis sur SwiftGen. Donc un nouvel outil qui a la différence en fait, donc ça c'est la doc Apple qui nous dit que les macros nous permettent de générer du code répétitif au moment de la compilation. Contrairement aux autres par exemple où c'était dans le code source et on ne génère aucun code. Il y a 2 choses importantes, donc c'est que c'est pendant la compilation. Donc ça va par rapport aux autres outils. Et la deuxième chose, c'est générique. Donc ça c'est un détail, mais ça veut dire en fait qu'on va pouvoir que ajouter du code. On ne va pas pouvoir en modifier ni en supprimer. Donc en gros, c'est qu'on a notre code source. Une fois que la macro a été implémentée, en fait c'est juste un ajout de code. On n'aura jamais notre code qui va se transformer ou des lignes qui vont disparaître avec des macros. Donc dans l'aspect sécurité ou autre. Ça c'est la doc Apple. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Donc elle parle aussi de Other Compile Time Operation. Donc c'est pas finalement qu'ajout du code. Elle ne permet pas juste d'ajouter du code Swift dans un projet. Elle permet aussi de faire d'autres choses comme par exemple checker le code et par exemple envoyer des erreurs ou des warnings sur notre Xcode comme nos erreurs de compilation. Donc Swift Macro, donc les spécificités. Donc il y a 0 modification, 0 suppression de code, ouais, donc, comme j'ai dit, que de l'addition. Les entrées et les sorties des macros sont type check,
donc ça nous permet plus facilement de ne pas rentrer n'importe quoi. Les attributs qu'on rentre dans les macros, donc les macros, comme on le voit, on peut rentrer différents attributs, c'est tout le temps des expressions. C'est pas un morceau de code, on va pas pouvoir rentrer dans un plus, et ça doit forcément être quelque chose qui a une expression en elle-même. Et donc le compilateur va pouvoir nous renvoyer aussi des erreurs, comme je viens de le dire, comme si c'était des erreurs de compilation. Des macros, en fait, on en utilisait déjà nous dans nos codes, par exemple, donc, ce qu'on voit ici, file, function, line. On s'en servait dans nos projets pour nous renvoyer des logs avec la fonction où il y a eu un problème, ou la ligne, etc., où il y a l'erreur. Donc ça nous permettait déjà de remonter des bugs dont on servait déjà dans nos codes. Donc il y a deux différentes macros. Donc il y a les freestanding macros. Donc les freestanding macros, c'est quelque chose qui va être écrit à la place de la macro qu'on a mis. Donc en fait, ça va juste rajouter du code à l'endroit où on a mis la macro. Elle peut être utilisée seule, elle n'est pas linkée à une classe ou un enum ou autre chose. C'est vraiment un code. Elle commence toujours par le dièse, c'est comme ça qu'on les différencie. Et après, les arguments, on peut les placer entre parenthèses à la fin si on a besoin d'arguments. Par exemple, celle-ci. Donc là, c'est les freestanding macros. La deuxième macro, c'est les attach macros. Donc elles sont toujours utilisées comme attribut à une déclaration. Donc à une classe, à un instruct, à un enum. Elles commencent toujours par un arrobase. Et ça ressemble un peu. Et elle peut être. Pardon. Donc elle peut modifier la classe dans laquelle on est. Donc elle permet de rajouter des fonctions, des variables, des inits, tout ce qu'on veut dans la classe où on est. Donc elle va pas seulement rajouter du code à l'endroit où elle est, elle va en rajouter complètement elle peut en rajouter n'importe où dans la classe dans laquelle on a déclaré. Donc c'est par exemple, c'est qu'on a pas mal entendu parler, l'observable pour SwiftUI. Donc eux ils l'utilisent. Elle permet de remplacer les published et les observable et observable object dans ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc par exemple, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui sur SwiftUI. Donc on a vu ici avec le modèle, donc on met observable object et les published qui nous permettent de renvoyer à la vue à chaque fois qu'il y a des modifications. Donc la macro ici va nous permettre en fait, de retirer toute la partie du code un peu chiante. Donc les published, le protocole qui est en fait remplacé par le observable object et aussi ici le observed object user. Donc si on regarde un peu la différence des deux, ça nous permet de retirer ça et cette partie-là. Donc ça nous permet pas mal de cleaner le code sur les attaches par exemple. Donc il y a deux manières de travailler avec les macros. La première c'est de les utiliser. C'est assez facile. Apple en a montré pas mal pendant les press. Il y en a pas mal qui sont en train de se créer aussi. Donc par exemple, on a vu Observable, il y a le AdSync, donc tu en parlais, il y a le preview aussi qu'on a vu pas mal pendant la WWDC. En fait, ça nous permet de remplacer le struct preview provider, var preview, à chaque fois qu'on fait des previews en SwiftUI. Là, on met juste le test preview, on met la vue qu'on veut mettre en dessous et ça nous affiche la preview dans SwiftUI. Donc c'est un peu pour gagner du temps. Le AdSync ou le AdCompletionHandler, c'est des variables qui nous permettent de transformer une fonction en completion en une fonction en async await. Donc ici, on va le voir. Donc là, on a juste rajouté le AdSync là-haut. Et donc maintenant, on va pouvoir l'appeler avec un try await. Et on va voir le code. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça va nous montrer le code qui est généré par la macro. Donc en fait, elle nous permet de remplacer tout ça. Donc le swing, le with check swing continuation, avec le switch, etc. directement. Donc on gagne un peu tout ça à chaque fois qu'on va l'utiliser. Donc il y a pas mal comme j'ai dit, il y a pas mal de macros qui sont déjà créés. Et j'ai vu aussi un GitHub qui s'est mis avec où il est en train de mettre un peu toutes les macros qui ont été présentés par Apple et il propose aussi aux gens de ramener des macros qu'ils utilisent. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Elles sont pas données par Apple? Bah, si, toutes celles-ci, elles sont données par Apple pour l'instant. Il a mis des exemples qui sont donnés par Apple, mais et en dessous il met si vous avez d'autres macros open source, autre chose, envoyez-les. Apple n'a pas documenté toutes les macros qui sont dispo? Non, j'ai pas trouvé de. Il n'y a pas une. On les découvre, on espère que sur la WWDC, il y avait un slide quoi. Ouais, alors le jour. Et encore, je sais même pas s'il ne faut pas les créer. Ouais, il y avait le nom, Ouais. mais. J'ai l'impression qu'elles sont implémentées. Ils sont pas implémentés en fait, il y en a plein qui sont. Je pense qu'il faut que tu les implémentes toi-même. Ou alors aller les récupérer dans le fichier, dans la librairie qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas de. Aujourd'hui, ça va pas être dans Xcode où tu pourras rajouter ton truc comme ça. On va aller chercher une librairie. Ouais. Donc voilà
les utiliser, ce qu'on a vu, c'est que ça semble assez facile. Donc en plus, comme c'est type check, qu'il y a les erreurs à chaque fois, donc si on l'utilise mal au mauvais endroit, on aura des warnings, on aura des logs d'erreurs avant le moment de la compilation, si c'est bien fait. Donc ouais, c'est assez facile à gérer, à utiliser. Donc next step maintenant, ça va être la deuxième partie, c'est d'en créer une. Et c'est là que les choses se gâtent. Ça devient un petit peu plus complexe et c'est ça qui a été ouvert aussi par Apple. Donc c'est nous permettre de créer des macros comme on veut, donc en utilisant le external macro. Alors les macros, déjà il y a des choses par rapport à ce qu'on a différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est que la déclaration de la macro et l'implémentation, elle n'est pas au même endroit. C'est dans deux choses différentes. Contrairement à toutes les fonctions, tout ce qu'on code aujourd'hui, c'est souvent au même endroit. Avec Swift. Donc, et pareil, ça va être dans des modules à part. Donc, ça va pas être dans notre code source de l'app qu'on va déclarer notre macro. Je pense que c'est pour une raison de sécurité et c'est aussi surtout pour une raison que pour utiliser une macro, il faut déjà qu'elle soit compilée et en fait, on fait le check de la macro, la mise en place du code au moment de la compilation de l'app. Donc, en fait, il faut déjà que tous les blocs où on a défini nos macros soient déjà compilés avant de compiler l'app. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être un endroit. On va partir sur la déclaration. Donc la déclaration d'une macro, comme on l'a vu, c'est juste on met le mot macro et on déclare notre fonction avec les attributs qu'on a besoin. Donc le module dans lequel elle est et le type de la macro. On va voir après, c'est juste le nom de la structure où on a la macro. Donc comme je l'ai dit, les macros sont des modules à part forcément, donc c'est toujours public. Et ensuite, on va lui rajouter les rôles de la macro. Donc ça c'est un autre, donc les rôles, il y a le freestanding, expression, et c'est là aussi où on va mettre le attach macro, et donc c'est là qu'on pourra différencier si c'est une freestanding macro ou une attach. Les rôles, c'est l'endroit où ça peut être ajouté dans le code source. Donc là, expression, ça nous dit qu'en fait, une freestanding expression, ça nous dit que ça peut être ajouté à n'importe où dans le code, ça va nous rajouter une expression dans le code, donc ça va nous rajouter du code. Ça peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, si on prend une attach macro, donc ça c'est celle qu'on va linker à une structure, à une enum ou à une classe. L'attach macro, là, on peut voir qu'il y a plusieurs rôles. Donc elle, ce qu'elle va nous faire, c'est option set, une autre déclaration dans le même module, un autre type de macro. Donc elle va nous rajouter des members, c'est-à-dire qu'elle va nous rajouter soit des fonctions, soit des variables, soit des choses dans la classe, dans l'enum où elle est utilisée. Et conformant, c'est-à-dire qu'elle va aussi nous rajouter un protocole auquel la classe, la classe va suivre. Donc en fait, le title de la macro va nous rajouter tous les rôles que va faire cette macro. Donc ça peut en avoir plusieurs. Donc ici, en fait, le rôle de cette macro, c'est qu'elle va nous rajouter des static var de option set, et en fait, elle va nous rajouter un protocole, le protocole option set à la classe, à l'enum où on va l'utiliser. Donc ça, c'était la chose assez facile, en fait, assez courte. La partie implémentation, donc ils nous l'ont vendu en mode les macros c'est cool, ça a du Swift. C'est du Swift, mais c'est du Swift syntaxe. Donc ça change un peu. C'est quoi le Swift syntaxe? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, vous savez ce que c'est. Donc on va revenir. Le Swift syntaxe, en fait, c'est donc si on revient un peu dans le flow pour compiler les nappes, on a notre code source, donc un Swift, et derrière on a un AST qui est un abstract syntax tree. Donc en fait, c'est quelque chose qui va transformer notre code source en un arbre de nœuds. En un arbre pour aller parcourir tout le code chez nous. Donc c'est un truc qui va permettre au compilateur derrière de compiler pour finir terminer avec un binaire. Donc en fait c'est juste l'étape d'après notre code source et c'est là qu'est le Swift syntaxe. Donc en fait ça ressemble à du Swift et en plus il y a toute une logique pour aller parcourir les éléments, pour regarder quel type d'élément c'est. Donc c'est un peu complexe. Ouais. Et question, ouais. L'abstract syntax tree, est-ce que c'est quelque chose qui est unique à Swift ou est-ce que par exemple l'Objective-C aussi ça... Non, en fait, je pense que tous les compilateurs utilisent un AST. Ouais. En fait, c'est juste un truc qui permet de créer une arborescence de ton code, comme un fichier Genome que tu vas parcourir et ça permet au compilateur d'interpréter ton code en fait. C'est un interpréteur, je pense, l'AST. C'est quelque chose qui permet de passer de ton compilateur un code qui est capable d'interpréter. Et chaque langage a le sien. C'est ça la question. Ouais, pardon. Mal posé. Ok. Et donc ouais, ça ressemble un peu à ça, ça crée un arbre en fait par rapport à ton code de départ. Donc voilà ce qu'est le Swift syntaxe. Et en fait,
c'est ce qu'on va utiliser dans une macro. Donc tous les trucs qu'on ne connaît pas, expression macro, expression de syntaxe, tous ces petits trucs-là, en fait, c'est du Swift syntaxe. Et le Swift syntaxe, c'est aussi peut-être logique d'aller parcourir, donc on a un nœud, et d'aller parcourir ce qu'il y a dedans pour trouver ce qu'on veut, pour aller modifier, et etc. Donc c'est un peu complexe. Ça, c'était juste pour un exemple. De quoi? Pas de JavaScript. Non, et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude trop de lire. Je pense que donc il y a un peu une barrière à l'entrée. Après, ça se fait. On va voir rapidement passer sur Xcode pour en créer une. C'est un peu plus concret. Alors, non, tac. Yes. Donc, comment on crée une macro? Donc, c'est un package. Et là, on a un Swift macro. Donc, on le crée, une macro. Et donc ici, on a déjà en fait un exemple de macro, donc ça c'est assez cool, ça va nous permettre de rentrer dans le code. Donc on a ici ce que j'ai dit, my macro, donc mon module qui va avoir toutes mes déclarations de macro. Donc c'est ici qu'on va faire la partie que je vous ai montrée. Donc ici, il y en a une en exemple, c'est la stringify, on l'a vu, je ne sais pas si on a un note d'ici, en fait ça nous permet, si je mets 1 plus 1, ça va mettre le résultat et aussi écrire 1 plus 1 en string dans le code. Donc ça nous met la valeur calculée et la valeur du code. Donc là c'est la partie déclaration. Par exemple, moi je vais utiliser Node. On a vu aussi par la .dub qui est URL. En gros, ça me permet de unwrap, de checker déjà que le string que j'ai mis dans l'URL est un URL potentiel. Donc par exemple, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de choses comme ça. Et de puis écrire le URL string littéral unwrap. Donc ça, par contre, ça marche avec l'éditeur, tu ne peux pas utiliser une variable dedans. Là, c'est un string que j'ai demandé en entrée. Après, tu demandes ce que tu veux, mais. Ça, la string était pas définie. Tant qu'à la fin, c'est un. Si, ça peut être. Tant que c'est une string à la fin, tu peux mettre. C'est tant que c'est une expression qui sera un string, c'est bon. Et ensuite, donc il y a la partie où. C'est client. C'est là, dans cette partie-là où on va écrire notre macro, et donc ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est là qu'il y a, ça se gâte un petit peu. Donc on va écrire tout notre code, et on va rentrer dans du Swift syntax, qui est un peu plus complexe, et un peu plus dur à prendre en main. Est-ce que je l'ai mis? Tac. Donc par exemple, si on a notre URL macro, donc c'est là que la structure que j'ai déclarée tout à l'heure en type. Il y a le. Donc, si je mets juste. Donc, ça arrive directement. Tac. Si je mets shop, normalement, il va me proposer. Ça. J'écrirai encore. Voilà. Il me propose la fonction derrière. Et là, c'est là-dedans que j'écris ma macro. Donc, macro. Donc, en gros. Tac. Ma macro, elle a un seul argument. Ce qui est un string. Donc en fait, dans mon nœud, je vais parcourir mon node, je vais aller récupérer le premier, parce que de toute façon j'en ai qu'un. Je vais vérifier que mon argument, c'est un string littéral, c'est un segment, et c'est là que je vais pouvoir envoyer une erreur en disant Coco, c'est pas un string littéral que tu m'as envoyé. Après, je vais pouvoir tester si mon URL est vraiment un URL, et derrière envoyer l'erreur si c'en est pas un, par exemple s'il y a un espace dans le string que j'ai envoyé. Donc soit j'envoie des fatal errors, soit j'envoie des fatal errors, soit j'envoie des erreurs faites adaptées au compilateur. Et c'est ça qui va faire la différence entre une macro un peu pourrie, on va dire, et une bonne macro. Ça va être toute la gestion d'erreurs. Et ce qu'on peut gérer, en fait, on peut gérer si c'est un warning, on peut gérer si c'est une erreur, on peut gérer à quelle ligne du code Xcode on veut afficher cette erreur. À quelle colonne, à quel tous les petits underscores qu'on voit dans les logs de Xcode. Donc c'est assez puissant, mais c'est assez long à mettre en place. Là, c'est des trucs hyper basiques. Mais... Et en retour, tu envoies une string. Tu envoies le code. Et en retour, parce que moi, dans ma macro, c'était. Je renvoie le code, le bout de code qui va être ajouté. Voilà. C'est ça.
Et donc ça, en fait, le truc, c'est que c'est un peu ça qui était galère dans les macros, d'autres choses comme Objective-C ou quoi, c'est que tu peux envoyer un string qui ne veut rien dire, il n'y a pas de compilation, il y a des erreurs dans tous les sens. Et donc il y a une chose qui est bien dans les macros qu'on a fait, c'est qu'en fait on peut les tester. Donc c'est que Swift a fait, je veux dire, pardon, c'est qu'ils sont unit testables. Donc en fait, souvent les vidéos que j'ai vues des de macros à définir, les mecs commencent par du test. Ils mettent ce qu'ils veulent en sortie, en entrée, et après ils développent le macro pour donc du lent testing. Donc là c'est pareil, donc pour tester, on a mis notre macro assert macro, ce qu'on va rentrer en entrée, ce qu'on attend en sortie, et derrière on va tester le code en fonction. Pareil pour un string littéral. Donc ça c'est unit testable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire pour une macro? Donc là j'ai mon macro URL que je viens de créer. Il faut juste que je pense à la rajouter ici, sinon ça ne marche pas. Self. Et donc c'est dans un module à part comme ça qu'on va venir créer toutes nos macros. Après pour les ajouter à un projet, le project. Il y a une erreur dans le. Pardon. La bonne. J'ai pas écrit la bonne? T'as pris macro erreur. Ah merde, mais pardon. Ici, il faut importer ton échelle. Ok. Donc là, ma macro fonctionne. Donc pour l'amener sur mon projet, c'est juste un package à aller chercher en local et donc c'est desktop project nickel package. Donc je rajoute que ouais, il y a un bug, on ne peut pas rajouter le client, ça marche pas, et je veux juste ma librairie en plus. Donc là j'ai ma librairie, il y a un bug sur Xcode 14, c'est que ça marche pas du premier coup. Il faut le fermer et le rouvrir. Sur Xcode 15, pardon. Ouais, attends, c'est l'ajout de package sur Xcode 14, il y a le même bug. Faire reset cache. J'ai passé l'après-midi à faire ça avec les Xcode. Faire reset package cache. Ouais, mais j'avais fait et en fait ça. Non, il veut pas. Au bout d'un moment, normalement, il va vouloir se reset une dizaine de fois. Ah, il marche au harcèlement. Tout à l'heure, j'ai fait 2-3 fois et juste en pilant et en roulant derrière, ça marchait. Non, mais Xcode 14 aussi. Ça me rend fou, mais Xcode 14. Et ça fait depuis Xcode 12 qu'il y a ce problème. Donc pour l'utiliser, tout simple, c'est mon importe comme une librairie après. J'espère que ça marche bien. Ah, tu dois quand même l'importer. Ouais. Ah, ça, par contre, ça pue. Je pensais pas que les compilateurs plugins. J'ai Marco. Marco. Marco Polo. Ah, ça sent pas bon. T'écris quoi? Ouais, c'est un salaf. C'est coq. Texte. Xcode 15, c'est pas stable. Tiens, c'est toujours du 15, Xcode 14. Je connais. Ah oui, il faut acheter Comme ça, un plugin de mute, t'as rien à déclarer en plus. Non, ouais, c'est là, il est bien ici.
Fuck. Ouais, ça a marché 2 fois tout à l'heure. Il a pas envie. Ouais, normalement ça marche. J'ai fait 2 fois. Non, parce que j'ai déclaré. Bah, en fait, elle marche. On va voir sur la macro. Tac. Ici, ça compilait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, normalement, il le fait à partir du projet que tu fais. Ouais, il fait de partie de mon projet, et ça me fait à chaque fois. Ouais, non, bah, ça compile. Donc, ouais, je sais pas. Je vais pas perdre du temps là-dedans. Mais en vrai, ça marche. J'ai continué 2-3 fois le projet. J'ai rajouté, retiré, rajouté la librairie. Et au bout d'un moment, ça a reconnu la librairie. Et bon, dommage, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Revenons à la fin de la presse. Très bon navigateur. Ouais. J'utilise aussi. Donc voilà, ce que j'ai dit, ce qui est cool, c'est dans les macros, c'est que c'est unité stable. Et c'est heureusement que c'est unité stable parce que c'est un peu galère à entrer dans une syntaxe. Et ça va vraiment nous aider à autant tester nos erreurs et quand ça fonctionne. Conclusion, donc on a les macros sur Swift, c'est cool, c'est ouvert, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est facile à utiliser si c'est bien implémenté. C'est un peu plus complexe à implémenter et à créer ces macros. Je pense pas que tous les développeurs iOS doivent aller chercher là-dedans. Par contre, je pense surtout qu'il va y avoir des librairies qui vont arriver sur GitHub ou des choses comme ça, de mecs qui ont fait des macros, qui vont bourriner le truc pour nous aider. Et je pense que ça va plus être ça qui va être l'usage derrière. Ouais, donc c'est écrit en Swift, c'est TypeSafe, ça c'est cool, et c'est unité stable. Voilà pour moi. Désolé pour la presse qui n'a pas marché. Les docs que j'ai regardés, donc en fait il y a la doc Apple qui est assez bien fait, donc c'est assez rare, donc c'est assez cool. Voilà, elle est complète, il y a plein de choses sur les macros. Il y a les 2 vidéos des devs de DC. Il y en a une qui est assez facile à prendre en main, à regarder pour comment utiliser macros, comment faire des macros simples. Et il y a la deuxième qui est un peu plus bourrine et on rentre vraiment dans le Swift syntaxe. Et c'est cool, ça permet de voir ce qu'on peut faire, mais c'est costaud. Voilà, Armand qui a fait aussi un bon truc là-dessus. J'ai vu des petits tips. Il y a le preview aussi, donc j'avais vu avec Sassy Valley qui avait fait des choses. Et Vincent Pandey, il a fait un live sur YouTube 2 jours après la sortie des macros, où pendant 2 heures il découvre le truc. Et que j'ai regardé, qui était assez intéressant aussi. Et on voit que c'est assez complexe et qu'il y a plein de petits trucs à peaufiner et à creuser pour faire une macro qui est viable. Et Christophe Zablocki aussi, qui a fait un GitHub avec plein de macros de mecs qui ont créé, dont un client web, enfin 2 clients web, 2 mecs qui ont fait des macros pour faire des clients web en mode tu fais ta structure en mode add client, tu te fais une première fonction en mode arrobas get, ça sera une fonction get, enfin ça sera. Ouais, et il y a des choses qui sont en train de se faire qui sont pas mal. Je crois que c'est Christophe Zablocki, celui qui a fait Sourcerie, il me semble. D'accord. Je confonds les deux, Christophe. Voilà, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Ouais. Juste pour ceux qui ont kiffé le hashtag preview, c'est iOS 17 only. Mais après, c'est UIKit, mais iOS 17 only. Et l'usage aussi des macros, ils disent qu'on peut expand le string, là, comme tu l'as montré tout à l'heure. Mais en gros, entre la vidéo qui nous montrait où on remplace le preview, ça remplace juste la structure et en fait, il y a 2 lignes de code qui se transforment en une. Quand tu fais le expand, là, tu as 20 lignes de code qui arrivent, un peu comme tu nous as montré sur l'Observable. L'Observable, on retire juste le published en théorie et 2 protocoles. Mais quand on fait un expand de la macro, on se retrouve avec un truc assez costaud et beaucoup moins facile à lire. Et donc je pense que c'est un peu ça aussi qu'il faut faire gaffe. Qu'une vidéo, c'est facile, c'est expandable, mais en fait, c'est pas vraiment le code que tu aurais fait forcément si tu avais utilisé ton code à toi, parce que tu dois être générique, tu dois pas mal de gérer tous les use cases. Il y a ça aussi, l'utilisation de macros qui est déjà créée par des gens, je pense que ça va aussi complexifier la lecture du code, même avec l'expert. Et moi, ça me fait pas mal penser au property wrapper. Quand c'est sorti, c'était un peu magique, on pouvait faire plein de choses avec. Mais je sais pas si vous l'utilisez, mais
Si, quand même, il y a pas mal d'usages sur les user default, sur les caches, ouais. L'exemple qui a été donné au début. On a fait creuser pour un peu ce qu'a fait Swift Data aussi avec le model. Et ben, on avait commencé à regarder avec un property wrapper avec Realm pour faire un property wrapper qui gère toute la surcouche Realm tout seul via ton modèle de départ. On n'est pas allé plus loin, mais en fait eux font un peu la même chose avec ça. Et l'autre use case aussi que je vois, c'est les inits par exemple. On ne peut pas générer d'init avec un property wrapper, on ne peut pas ajouter du code et créer d'init. Avec un macro, tu peux créer des inits si tu veux pas. Mais oui, c'est un peu difficile de trouver des use cases. Donc je pense que ça va plus venir de la communauté que de la boîte en direct ou de nos projets dans le boulot de tous les jours. Tu sais, si tu peux ajouter, c'est une question que je me posais, du code mais à partir d'un autre fichier, genre c'est du Swift au final la macro. Mais tu pourrais parser un fichier, je sais pas, un localizable.string quoi, pour générer automatiquement un enum associé. Ouais, je sais pas, sûrement. Créer un type dans lequel tu pourrais stocker. Peut-être, ok, merci. On va passer rapidement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment mesurer les temps de compilation, comment optimiser Xcode et comment optimiser son code en dernier. Mesurer les temps de compilation. De base, dans Xcode, si on va dans le report navigator, à la fin de la compilation, on va avoir le build time. Donc ici, 120 secondes. Donc ça, c'est donné de base. Ensuite, on peut faire une action particulière, c'est un Product Perform Action Build with Timing Summary. On va avoir une vue un peu résumée des différentes parties de notre build et savoir qu'est-ce qui prend le plus de temps. Typiquement, là, on voit que c'est un peu petit, mais on voit que les compiles assets de catalogue prennent 100 secondes et que les compilations de Swift prennent 57 secondes. Et d'ailleurs, on voit que le temps total est en dessous, parce qu'en fait, toutes ces tâches-là sont aussi menées en parallèle par Xcode. On va y revenir un petit peu. Un autre outil sympa, c'est BuildWatch, qui n'est pas dans Xcode, mais qui est sur l'App Store du Mac. Au moins, on peut utiliser une fois l'App Store du Mac. Ça permet d'avoir un graphique des différents temps perdus en compilation. Bon, c'est pas donné à son manager parce qu'on essaie de nous passer ça en temps de pause. Mais ça permet d'avoir un peu une idée de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Un dernier petit outil, si on rentre cette ligne de commande dans le compilateur, dans le terminal, on va avoir à la fin de chaque build le temps en haut. Donc c'est assez pratique pour avoir toujours une idée de ce qui se passe sur notre Xcode. Bon, maintenant qu'on sait mesurer le temps, on va pouvoir essayer d'optimiser Xcode. Ça se passe pas mal dans les fichiers de config. De base, il y en a 4 qui sont assez intéressants de configuration. Donc il y a l'optimisation level, la compilation mode, les active architecture et les debug information format. Si vous créez un nouveau projet, tout ça sera mis de base avec les bons paramètres. Sur des anciens projets, il peut arriver qu'on n'ait pas vraiment les bons paramètres. Moi j'en avais un qui était au niveau des architectures, j'avais changé un truc. Voilà, donc c'est toujours intéressant de se remettre dans ces conditions-là si vous avez la possibilité, si c'est pas en opposition avec d'autres trucs que vous faites dans Xcode. De la même façon, il faut toujours passer sur le dernier système de build, mais ça je pense que depuis un ou deux Xcode, il y a plus de moyen de passer en arrière. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais, mais voilà, si je sais pas si vous êtes sur Xcode 12, parce que vous avez bien le temps de passer. Maintenant, le Xcode du moment, c'est Xcode 14. Un truc super intéressant qui a été présenté l'an dernier, qui est quand même assez révolutionnaire à ce niveau-là, c'est la timeline. Donc dans Xcode, on va pouvoir avoir vraiment une vue des différents moments de compilation et savoir où sont les problèmes. La vue, elle ressemble à ça. La visualisation est basée sur les tâches exécutées en parallèle. Il y en a autant qu'on a de corps. Donc moi, j'ai 10 cœurs dans mon ordinateur, du coup j'ai 10 lignes. Et on peut voir les espaces. Au niveau des espaces, les tâches qui sont bloquantes. Donc on voit que la tâche verte, elle bloque toutes ces tâches-là. Et ensuite, cette tâche bleue, elle bloque aussi toutes les tâches marron derrière. Tu as créé un projet exprès pour... Non, c'est mon projet, ça. D'accord. Et on a une couleur par target. On va y revenir un petit peu tout de suite. Avant, sur Xcode 13, chaque target était compilé les unes derrière les autres. Il y avait quand même un système de dépendance qui fait que si on voit par exemple la target C
ne nécessite pas d'autres tâches que la A, elle peut être en parallèle de la B, comme la F. Mais dans chaque target, on va vraiment attendre que la target précédente soit finie pour pouvoir compiler la suivante. Dans Xcode 14, et bien, par magie, Apple arrive à compresser tout ça. C'est assez compliqué à expliquer, je n'ai pas tout à fait compris comment ils faisaient, mais en tout cas, on gagne tout ça de temps. Un tiers sur un schéma d'Apple, sans échelle évidemment. Mais pour avoir cette magie-là, il faut quand même mettre un paramètre. Si on a créé un projet avant Xcode 14 et mis à No, c'est eager linking. Ben de chez Apple nous rappelle qu'il faut quand même que ça soit du Swift only et qu'on ait que tout soit dynamiquement linké. Et effectivement, moi je l'ai fait, je ne l'avais pas avant la présentation, j'avais fait ça l'an dernier. Et j'ai gagné quelques secondes, quoi. C'était cool. Maintenant, le futur, vu qu'on est quand même sur WWDC de cette année, et bien sur Xcode 15, rien qu'en le sortant de la boîte et en recompilant mon projet, ben, je passe de 120 secondes à 90 secondes. Donc, moins 20% en faisant rien. C'est quand même pas mal déjà. Et derrière, voilà, quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure, Apple a travaillé autour des librairies. À la base, il y a deux types de librairies, les static library et les dynamic library. Il y en a une qui est rapide à la compilation, l'autre qui est rapide à l'exécution. Mais ils ont créé, comme on a vu tout à l'heure, la Mergeable Library, qui fait le mieux des deux mondes et qui permet de gagner du temps. Je l'ai aussi fait sur mon projet, donc de nouveau, c'est un paramètre à changer, comme on a vu tout à l'heure, peut-être Mergeable Binary automatique. Sur mon projet, je passais de 90 secondes à 85 secondes. C'est toujours ça de gagner. Et si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un talk qui est ultra compliqué. Mais vous pouvez y aller. L'autre, tu l'as testé ou pas? Celui qui avait juste au-dessus là sur le. Non, ouais, celui-là là, ouais. Non, j'ai pas testé. J'ai pas compris à quoi il servait. Franchement, moi j'étais content de gagner 5 secondes. Le talk il est coton. mais c'est cool. On va passer à la dernière partie, donc optimiser son code, qui est quand même aussi un endroit où on peut gagner au niveau du build. Pour ça, il va nous falloir plus de mesures. Premièrement, on va rajouter deux Swift flags. Un qui permet de savoir le temps, de mettre des warnings sur les fonctions qui mettent plus de 200 millisecondes à se compiler. Voilà, j'ai mis 200, mais on peut mettre, commencer à 1000, puis descendre petit à petit, du moment où on optimise son code. Et pareil pour les type check des expressions. Donc, si on a une expression qui met plus de 100 millisecondes à être type check, on va avoir un warning. Ça ressemble à ça. Donc sur votre code au début, vous mettez ça en place, vous avez plein de warnings. Il faut arriver à trouver un petit peu le ratio. Un dernier petit outil qui est assez cool, qui est assez vieux, qui marche encore super bien, c'est Build Time Analyzer. C'est un projet standalone qui marche super bien. J'ai une question. Ouais. Du coup, sur la slide d'avant, ouais. Là, comment tu as fait pour l'optimiser et passer en dessous des 100 millisecondes? Je vais vous montrer après. Okay. Ouais. Donc, quand tu as mis ces flags-là, avec Build Time Analyzer, tu peux trouver sur GitHub. Tu vas avoir une liste de toutes les fonctions de la plus lente à la plus rapide, et aussi, bon là, malheureusement dans mon code ça n'a pas marché, mais le nombre d'occurrences de chaque fonction. Donc, pour avoir une fonction qui est relativement rapide, mais qui est appelée 1000 fois, ben avec ça on va voir qu'à cet endroit-là, il y a moyen de gagner. Et donc on vient aux optimisations. Ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai vu qu'on voit sur mon Build Time Analyzer qu'il y a beaucoup de moments, c'est des getters, c'est le body de mes fonctions de mes SwiftView, qui sont effectivement un peu denses, pas très bien découpés. Ben, ce que j'ai fait, c'est sur ce body-là, je vais créer une fonction opacity qui permet de sortir ce bout de code-là et du coup d'avoir un type qui est vraiment défini. On va revenir là-dessus, mais c'est super important. Et une fonction qui sort la création de la vue. Ça fait du code un peu plus réutilisable, un peu plus lisible, et ça permet de descendre en dessous de la limite. J'ai même mis à 50, je l'ai mis. Ensuite, dans les d'autres façons d'optimiser le code, dans l'ensemble, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner plus d'informations au compilateur. Plus on donne d'informations au compilateur, plus il va être rapide. Par exemple, c'est des trucs assez cons, hein, c'est utiliser des let le plus souvent possible. Si on sait que la variable ne va pas changer, on met un let à la place d'un var, le compilateur, ça l'optimise. Utiliser des classes finales. Donc la finale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'héritage. Pareil, ça va aider le compilateur, il ne va pas chercher d'héritage, il sait qu'il est à la fin de son arbre. De la même façon, c'est super. Enfin, plus on donne de types, plus ça va accélérer le compilateur.
au lieu de faire des points init, donner le type, ça va plus vite. Moi aussi, c'est un débat en interne dans le code. Ça a été très compliqué. J'énerve un petit peu. Utiliser des extensions private, pareil, de dire que ce bout de code ne sert qu'à cet endroit-là, ça aide le compilateur. Et il y en a des tonnes comme ça. Un exemple qui était assez sympa que j'ai vu sur le net et que j'ai refait en local. Dans un Enum, si à chaque fois on donne le type de l'Enum, on va gagner du temps. Là, j'ai fait le test. Ces deux bouts de code, c'est moins 30%. C'est pas mal. Hein. Un peu plus spectaculaire, plus on fait de lignes de code, plus on va avoir des variables intermédiaires. Par exemple, cette ligne de code-là, qui se utilisait avec deux variables intermédiaires, bah, on gagne pas mal quand même. Hein. On gagne moins 99%. Donc bon, si on a découvert celle-là grâce aux outils précédents, bah, c'est cool de se dire, bon, bah, pour deux lignes de plus, on gagne quand même un peu de temps. Si en plus elle est utilisée 800 fois, ça gagne. Tu veux gagner du temps aussi aux développeurs qui passent derrière. Potentiellement. Il y a deux trucs en plus que tu fais, c'est en plus de splitter le calcul. À chaque fois, tes lettres sont ouais. sorties après. Ouais. Oui, exactement. Le type et ça, du coup, c'est. Exactement. Chaque fois qu'on donne le type, ça aide énormément. Vous allez un peu cheater ça. Multi-possibilités. Un truc que je savais pas trop non plus, c'est éviter les castings. C'est-à-dire que ce bout de code-là, on caste en double des choses qui sont déjà en double. Si on le fait juste sur la partie qui est nécessaire, bah, moins 60%. Bon, par contre, ça passait de 2 millisecondes à 1 milliseconde, donc c'est un peu moins bien là quand même. Un truc qui est un peu frustrant parce qu'au niveau de la lecture du code, c'est pas ouf. Le nil coalescing, les doubles points d'interrogation aussi, c'est assez gourmand. Si on met des iflets, là on gagne moins 80%. Exactement. C'est ce sur quoi j'allais venir, c'est qu'il ne faut pas suroptimiser. Les bacs à main, ils sont ultra puissants, les compilations, elles sont ultra puissantes. Donc effectivement, les opérateurs ternaires, c'est plus lent. C'est mieux de mettre les types devant les enums. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais ça rend aussi le code moins lisible et pour soi et pour ses collègues. Du coup, il faut trouver un petit peu la balance. Pas essayer de gagner des millisecondes et avoir un code qui soit illisible. Surtout que moi, si on revient à mon exemple du début, le temps qui était le plus long, c'était compiler les assets. Ça prenait 92 secondes. Donc on peut en gagner des millisecondes avant d'arriver à ce truc-là. Et ça, j'ai pas réussi à trouver comment faire. Supprimer. Et en plus, j'ai pas 10 000 assets. Enfin, il doit y avoir une centaine d'images et il y a de l'audio. Un peu les deux et un peu d'audio aussi. T'as tenté de splitter Ouais, et on peut les splitter, on peut les mettre dans des packages aussi. Ça change rien les splittants. Si, je pense en même temps dans les packages aussi, ça va être bien meilleur. Et sinon, je suis allé voir sur internet, c'était la façon de trouver une solution. Donc sur le forum d'Apple, il y a une question, et il y a Eskimo1 qui a répondu Fiber Radar. Et voilà. Ça fait 2 ans. Voilà, merci de m'avoir écouté.